Il est 20h, les titres de l'actualité. C'est l'émoi aux Parcelles Assainies, un enfant de 2 ans et demi retrouvé mort, le corps d'Oumar Ba abandonné sur une terrasse. Sa famille très affectée mais sans être affirmative sur la thèse du crime demande que lumière soit faite. La réforme de l'enseignement supérieur n'a pas que des adeptes. Les étudiants s'y opposent par une manifestation ce matin. Ils voulaient marcher jusqu'à l'hôtel King Fahd qui abrite la concertation. Les manifestants en ont été empêchés par la police. Notre invité pour commenter cette réforme, le numéro 2 du SAES, Moustapha Sall. Bien mal acquis, la procédure émaillée d'une vive polémique sur la décision de la Cour de justice de la CEDEAO quant à l'interdiction de sortie du territoire de dignitaires de l'ancien régime. Le président de la commission de la CEDEAO écrit au gouvernement sénégalais pour le respect de l'arrêt rendu. Les personnalités visées réclament l'exclusion du Sénégal de l'organisation communautaire. Une farce, estime le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye. Économie, le Sénégal, un bon élève en matière de déficit budgétaire. Un jugement porté par les argentiers de la zone franc. Ils sont réunis à Dakar pour faire le point sur l'état économique de la zone dans un contexte peu favorable. RFM dans de nouveaux habits, la radio leader a lancé ce lundi un nouveau programme. Plus d'infos et plus de proximité avec les auditeurs sur la 94.0. Vous allez voir et entendre. Bienvenue et bonsoir. Nous prenons la direction des Parcelles Assainies, unité 19, où un enfant de 2 ans et demi seulement a été tué. En tout cas, c'est ce que pensent ses parents. Son corps sans vie a été retrouvé sur une terrasse. Le reportage de 10 après avec Yaya Diallo. Porté disparu depuis vendredi, c'est ce dimanche 7 avril vers 10 h du matin que le corps sans vie de Oumar Ba, 2 ans et demi, a été retrouvé sur la terrasse attenante à son domicile. Couché sur le dos, le visage tourné vers le ciel, l'enfant aurait eu la gorge tranchée. Son père revient sur les circonstances du drame. C'est vendredi en fin d'après-midi que nous l'avons vu pour la dernière fois. C'était vers le coup de 18 h. Nous l'avons cherché partout sans résultat et puis nous avons fait passer un communiqué à la radio. C'est dimanche matin que j'ai vu la police et les sapeurs-pompiers débarquer ici. Quand j'ai voulu aller voir ce qui se passait, on m'a retenu. Par la suite, on m'a annoncé sa mort. Nous l'avons cherché partout. Avec l'aide des voisins, nous avons parcouru toutes les Parcelles Assainies, alerté tous les chefs de quartier. Pour la famille, cet acte ressemble davantage à un meurtre qu'à une mort naturelle. Leur vœu le plus cher aujourd'hui est de retrouver l'auteur de ce crime. D'après son oncle qui a vu le corps, Omar était couché sur le dos et il y avait du sang tout autour. Pour lui, l'enfant a été assassiné. Tout ce qu'on souhaite, c'est que l'on retrouve les auteurs de cet acte ignoble. Tout ce que je demande, c'est que l'État fasse son travail. Parce que c'est difficile. Nous ne pouvons plus laisser nos enfants jouer dans la rue. Crime crapuleux ou sacrifice humain, la question reste entière. La police a entamé une enquête. Oumar Ba sera inhumé demain à Dakar. On connaîtra peut-être la vérité un jour. Une journée morte à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est la réponse des étudiants à certaines recommandations de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Des propositions que réprouvent les étudiants qui ont voulu manifester jusqu'au lieu où se tient la concertation. Les forces de l'ordre ont réussi à stopper les manifestants à hauteur du rond-point des Mamelles. Awa Signaté, Suzanne Sek et Diafaraba, reportage. Ils ont déserté les salles et les amphithéâtres. Une journée morte à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour déplorer ces mesures annoncées dans l'enseignement supérieur au Sénégal, à savoir la suppression de la généralisation des bourses et aides, l'augmentation des frais d'inscription à 150 000 francs à partir de 2014 et à 200 000 francs à l'horizon 2020. Entre autres propositions faites par la CNAES,
Concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'Enseignement supérieur a mis en place la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, chargé de réorienter le système d'enseignement supérieur sénégalais, avec un comité de pilotage présidé par le professeur Souleymane Bassir Diagne, qui tout le monde connaît aujourd'hui, qu'il est la principale fuite de cerveau au Sénégal. Ce comité-là a osé prendre des réformes à l'insu des étudiants et des professeurs qui sont les véritables acteurs de cette université. Ces réformes sont entre autres l'augmentation des inscriptions à 150 000 en 2014 et à 200 000 à l'horizon de 2020, la hausse du prix des tickets de restauration. Pour toutes ces réformes-là précitées, donc aujourd'hui l'UCAD est complètement paralysé. Nous avons décidé que l'UCAD sera aujourd'hui une université morte. Il n'y a ni cours, ni inscription jusqu'à la nouvelle ordre. Ces étudiants se disent déterminés dans ce combat. Donc il n'y a qu'une seule étape. Ces concertations-là, qui se tiennent présentement au méridien président, ne vont pas avoir lieu. Nous comptons aller les déloger, de gré ou de force. Les forces de l'ordre, sans les forces de l'ordre, nous y serons, Inch'Allah. Ces étudiants ont été bloqués par les forces de l'ordre au niveau du rond-point Mamel, en direction du King Fahd Palace, où le comité de concertation tient des réflexions sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal. Un tout autre décor, le président de la République gracie 207 personnes condamnées pour diverses infractions. Décision prise à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal le 4 avril dernier, selon un communiqué du ministère de la Justice. La chancellerie précise toutefois que les personnes condamnées pour des infractions particulièrement graves, comme les crimes de sang, attentats aux mœurs ou trafic de drogue, sont exclus de cette grâce présidentielle. Procédure des biens mal acquis, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO jugeant illégale l'interdiction de sortie du territoire contre les personnalités ciblées fait polémique au Sénégal. Les avocats des concernés comptent se rendre à Abuja, siège de l'institution communautaire, pour demander l'exclusion du Sénégal. Une requête chahutée par le ministre sénégalais des Affaires étrangères, le président de la commission de la CEDEAO. Le Burkinabé Kadri Désiré Ouédraogo a, dans une correspondance, demandé à l'État du Sénégal de respecter l'arrêt. Le récit de Chérif Dia. C'est le président de la commission de la CEDEAO qui a lui-même signé la correspondance en réponse à la saisine des avocats des dignitaires de l'ancien régime interdits de sortie du territoire. J'ai bien noté que vous sollicitez de ma part une intervention urgente auprès des autorités sénégalaises en vue du respect de leurs obligations communautaires relativement à l'exécution intégrale de l'arrêt du 22 février 2013 rendu par la Cour de justice de la CEDEAO. Dans cette lettre datée du 25 mars, le docteur Kadri Désiré Ouédraogo appelle l'État du Sénégal au respect de l'arrêt de sa Cour. Le président de la commission ajoute que la CEDEAO est attentive aux questions touchant les droits humains et les libertés individuelles. C'est pourquoi l'organisation communautaire demande à l'État du Sénégal de respecter ses engagements internationaux. Le ministre de la Justice, Aminata Touré, persiste et signe « La CEDEAO n'a pas compétence à contraindre le Sénégal ». Outré, les avocats de Karim Wade et compagnie envisagent d'effectuer un déplacement à Abuja pour déposer une requête aux fins d'exclure le Sénégal de la CEDEAO. Une proposition que le ministre des Affaires étrangères qualifie de farce. Invité de l'émission Le Grand Jury ce dimanche à la RFM, Mankeur Ndiaye a déclaré que le Sénégal est un membre fondateur de la CEDEAO. Selon lui, ce n'est pas cette requête qui va pousser à l'exclure. Affaire à suivre. Le cri de détresse des producteurs d'oignons des villages de Nialan, Guia et Nyangan dans le département de Podor. Ils ne savent pas trop quoi faire des tonnes d'oignons qu'ils ont entre les mains. Face aux difficultés d'écouler cette importante production, ils se voient obligés de céder le sac à 2500 francs. Un vrai bradage quand on sait que le même sac est vendu à Dakar à pas moins 6000 francs CFA. Dans le Podor, il n'y a qu'un seul responsable de cette situation bien fâcheuse, ce sont les importateurs d'oignons. Un dossier de nos envoyés spéciaux Fatima Taba et Aline Diagne pour les images. Ici,
Un sac de 40 kg d'oignons est vendu à 2500 francs CFA par ces agriculteurs de Nialane, Guia et Nyandan dans le département de Podor. Le prix est abordable certes, mais la clientèle se fait rare. Elle préfère l'oignon importé. L'oignon importé ne nous facilite pas du tout la tâche. On nous vend presque rien, mais on n'a pas le choix. Nous vendons le sac de 40 kg à 2500 francs, soit 60 francs le kilogramme, alors qu'à Dakar, le sac est vendu à 6000 ou 7000 francs CFA. Vous voyez que le prix est abordable et pourtant, on s'en sort pas, c'est difficile. Nous sommes des citoyens, les autorités doivent prendre en compte nos revendications. Ces cultivateurs souhaitent une réorganisation du secteur de l'agriculture. Nous n'exigeons pas l'arrêt de l'importation d'oignons, mais il faudrait juste la limiter. Comme ça, nous aussi, nous pourrons vendre. Après tout, notre production ne dure que 5 mois. On doit réorganiser ce secteur car nous souffrons beaucoup et nous ne vivons qu'avec ce que nous cultivons. L'État doit nous aider à écouler nos produits. Et mieux encore, ils soutiennent qu'ils ne se laisseront plus manipuler par les autorités. Ils exigent plus de respect. Nous travaillons pour subvenir aux besoins de nos familles et si on a élu un nouveau président, c'est pour qu'il nous sorte de ce gouffre. Alors s'il ne nous aide pas, nous ne voterons pas pour lui prochainement. Aux multiples maux dont souffre ce secteur vient s'ajouter le problème de conservation du produit. Ils interpellent les autorités sur la question. Au chapitre économique toujours, mais dans un domaine plus étendu, l'état de l'économie dans la zone franc. Dakar accueille depuis ce matin la conférence des ministres de l'économie et des finances de la dite zone. Un contexte difficile certes, mais des acquis certains qui en ont un endettement public soutenable ou un déficit budgétaire maîtrisé, notent les ministres. Le Sénégal offert un exemple pour avoir ramené son déficit budgétaire à 5,9 de son PIB en 2012. Compte rendu Daniel Diouf à Diandiaï. Malgré un contexte économique et social peu favorable, la zone franc a enregistré des acquis. Entre autres, un endettement public soutenable ou alors une croissance économique inscrite dans une bonne dynamique. Le Sénégal cité en exemple pour avoir drastiquement réduit son déficit budgétaire. Sur le comment, son ministre de l'économie et des finances explique. Sous les orientations du chef de l'État et l'impulsion du Premier ministre, nous avons réussi à modérer les dépenses, à les moduler, à les modérer, et puis à faire des efforts sur le plan des recettes. Et en définitive, la politique qui a été conduite est parvenue à ramener le déficit budgétaire à moins de 6%, à 5,9%. La rencontre intervient dans un contexte régional marqué par des tensions sociopolitiques. La crise malienne était au cœur des échanges. Cette crise a donné un coup d'arrêt à la dynamique de croissance amorcée par le Mali depuis plusieurs années. Les secteurs qui ont été les plus touchés, c'est les secteurs secondaires et tertiaires. Dans le secteur secondaire, en règle générale, les entreprises ont été confrontés à des difficultés d'approvisionnement et d'écoulement de leur production sur les marchés, à la fois intérieurs et extérieurs. La branche des bâtiments et travaux publics a été l'une des plus affectées par la crise en raison du gel quasi complet d'un grand nombre de projets d'investissement. Au total, l'impact de la crise s'est traduit par une baisse du produit intérieur brut de l'ordre de 1,2% en 2012. Pour assurer les fondements d'une croissance économique durable, les pays de la zone franc sont conviés à une convergence des politiques et des performances. Actualité à l'étranger, au Mali, l'opération Gustave se poursuit. Cette opération contre les islamistes armés est l'une des plus importantes depuis le début de la guerre au nord Mali. Une actualité africaine également marquée par la visite mouvementée du président congolais en France. Un séjour de Denis Sassou Nguesso contesté par des opposants et militants anticorruption. Un mini tour du monde de Fatou Kinedem.
L'opération baptisée Gustave se poursuit au Mali dans le nord de Gao. Elle vise à traquer les islamistes. Cette opération est l'une des plus importantes en termes d'effectifs engagés depuis le début du conflit au Mali. Des dizaines de blindés, des hélicoptères, des drones. Aucun djihadiste n'a été trouvé. Aucun coup de feu tiré également. En revanche, 340 obus et roquettes gros calibre cachés sous des acacias ont été repérés. Le président congolais Denis Sassou Nguesso en visite à Paris, une visite très contestée par des opposants et militants anticorruption. Il dénonce l'accueil officiel réservé à un chef d'État visé par une enquête judiciaire sur son patrimoine en France. Au menu des discussions avec son homologue français François Hollande, la situation en Afrique centrale et en République démocratique du Congo, entre autres. En revanche, Denis Sassou Nguesso demande à la justice française de ne pas enquêter sur les biens mal acquis en parlant d'entorse de non-ingérence au principe. Cette enquête vise 3 chefs d'État africains, Denis Sassou Nguesso, Théodoro Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, le défunt Omar Bongo du Gabon et leur entourage. Ces derniers posséderaient un important patrimoine mobilier et immobilier en France. En Égypte, le président islamiste Mohamed Morsi demande l'ouverture immédiate d'une enquête après les violences qui ont coûté la mort à 2 personnes. Dimanche, des milliers de personnes avaient participé aux obsèques de 4 chrétiens tués dans des violences confessionnelles vendredi soir au nord du Caire. La cérémonie a dégénéré, 89 blessés. Les participants avançaient des propos contre le pouvoir islamiste. En Égypte, les affrontements entre islamistes et coptes sont fréquents. Les Coptes représentent 10% des 84 millions d'habitants en Égypte. Enfin, triste nouvelle, l'ex-premier ministre britannique n'est plus. Margaret Thatcher est décédée des suites d'une attaque. Âgée de 87 ans, on le surnommait la Dame de Fer. Elle a dirigé le gouvernement de 1979 à 1990. Reconnue pour ses convictions conservatrices, elle a œuvré pour la relance de l'économie du Royaume-Uni. Le sport, on y est. Pape Blaider, bonsoir. Bonsoir, Mamoudou. Ligue 1 de football au Sénégal, fin de la 13e journée avec le choc Jaraaf-Ngor. Jaraaf 2e et Ngor 3e se sont neutralisés cet après-midi au stade Demba Diop. Score nul et vierge. Tout de suite, la réaction des 2 entraîneurs interrogés par Cheikh Sadibou Diarra. Comme ça vont arriver à toutes les équipes. Donc il ne faut pas se focaliser sur l'équipe en tête, mais comprendre que le match qui nous intéressait, c'est le match du jour. Donc nous, on a joué pour avoir les 3 points. On ne les a pas eu, on se contente du point du nul. Nous sommes venus ici pour chercher la victoire. Mais comme tu dis, on est sorti pas avec un match nul. On s'en dû à ça vraiment pour vraiment féliciter aussi les Jaraaf qui n'a pas démérité. Au classement, donc, Djambar est leader avec 27 points. Le Jaraaf de Dakar, 2e avec 22 points. Ngor garde sa 3e place. Et puis, toujours avec le football, l'adversaire du Sénégal dans le groupe G des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, l'Ouganda, qui limoge son entraîneur, l'Écossais Bobby Williamson, était en poste depuis 2008. L'Ouganda est dernier du groupe J avec 2 petits points au compteur. Et puis en Italie, la fin de la 31e journée avec le derby romain, Lazio de Rome, AS Rome. L'AS Rome 7e, la Lazio 6e, 3 points séparent donc ces 2 équipes et c'est la Lazio qui mène par 1-0. On joue la 2e mi-temps en Angleterre, un autre derby choc. Le dernier match de la 32e journée, Manchester United reçoit son dauphin et rival, Manchester City. À la mi-temps, les 2 équipes sont à égalité, 0 but partout. Manchester United compte 15 points d'avance sur les Citizens, champions sortant à 8 journées de la fin, Mamoudou. Toujours le football, mais à la plage, place au beach soccer. Même s'il fait frisque, donc, je vous amène à la plage avec l'amicale des pratiquants sportifs du littoral qui a remporté le tournoi de l'indépendance initié par Ibrahima Ndiaye Chita. La finale s'est disputée ce dimanche à la plage de Djamalai. Reportage Cheikh Tidiane Diao.
La PLN, plus adroit et mieux discipliné tactiquement, a imposé sa loi à Kaussara, 5-2. L'amicale des pratiquants sportifs du littoral sort vainqueur d'un tournoi qui a regroupé 10 équipes, d'où la satisfaction de son coach. Là, de préparer depuis longtemps. Tous les jours, on est là, on s'entraîne sur le terrain de beach soccer, du lundi au vendredi. Bon, c'est notre deuxième on aime le beach soccer, on le fait toujours à tout moment, quoi. La différence, c'est l'expérience quand même, ça fait partie avec aussi la maîtrise des gosses, quoi, aussi en même temps. L'entraîneur national présent sur les lieux a profité du tournoi pour faire de la prospection en vue des prochaines échéances. On a vu de très bons gamins sur qui on peut compter pour la présélection. Donc moi je dis c'est de bon augure de démarrer cette discipline avec ce tournoi de l'indépendance. Là on a en face de nous la Coupe d'Afrique vers le 29 mai à Casablanca. Là on doit défendre notre titre comme vous le savez. D'autre part, on veut vulgariser cette discipline-là sous forme de championnat avec pas mal d'équipes. L'organisateur du tournoi se dit fier de participer à la relance d'une discipline qui a donné beaucoup de satisfaction au Sénégal. L'objectif a été atteint. On a pu quand même, j'ai permis aux gosses quand même de s'adonner à la discipline à laquelle quand même ils s'activent. Donc je crois que aussi l'objectif aussi de ce tournoi, c'était juste pour permettre quand même à l'entraîneur national d'avoir une idée des joueurs qui jouent dans les différentes équipes. Durant ce tournoi, Gorasek de Kaussara a été sacré meilleur buteur de la compétition. Nous terminons avec l'UASU, les championnats nationaux universitaires, les finales ce dimanche. Alors la région de Dakar est la plus récompensée avec 85 médailles, dont 34 en or. C'est promis, dans nos éditions de demain, nous reviendrons en images sur ces finales. Mamadou, c'était là l'essentiel pour les sports. Merci Abdoulaye. RFM tient sa promesse de faire ce 8 avril une petite et toute mignonne surprise à ses nombreux auditeurs. L'annonce passée depuis quelques jours déjà sous forme de teasing sur TFM et RFM, la nouvelle grille des programmes, révèle beaucoup de nouveautés pour plus de proximité. Un programme marqué par l'information en continu dans RFM Matin et RFM Soir. Radio Futur Média entend garder jalousement sa place de radio leader. Ibou Diouf avec son caméraman Gervais Yao était ce matin à l'immeuble Elimandour. Chers auditeurs, il fallait une date pour revoir et enrichir sa grille des programmes. La radio Futur Média a choisi le 8 avril, un autre point de départ avec comme seul objectif la satisfaction des auditeurs. La journée du 8 concernant le baptême, on l'a intitulé ainsi parce qu'effectivement, quand on a un nouveau programme, il faut le faire savoir aux gens. Comme le disent les Français, quand on a un savoir-faire, il faut le faire savoir. Et l'autre innovation, c'est par rapport à l'émission RFM Matin. Dorénavant, c'est en duo. Jusqu'ici, c'est Lisa Georgia qui le faisait avec beaucoup de brio, mais comme il fallait réaménager et un peu donner un nouveau souffle au programme, on a pensé à Babacar Fall. Nous voulons que les gens participent au débat. C'est pourquoi nous avons décidé aussi dans le matin, dans la matinale, de permettre aussi à nos correspondants de ramasser l'information régionale, de la livrer à l'antenne pour permettre aux décideurs de comprendre, aux autorités, ce qui se passe dans les régions. Au Sénégal, la bande FM est très convoitée. Une vingtaine de radios qui se disputent l'audimat. Des auditeurs de plus en plus exigeants, d'où l'urgence de plus de créativité. Et notre credo, c'est d'être beaucoup plus proche des Sénégalais, faire une radio de proximité. C'est pourquoi nous avons relifté un peu le programme. Depuis 10 ans, le programme a évolué. Je pense également qu'il faut le faire, réaménager, changer, améliorer pour se maintenir à la première place. Parce que c'est une place qui n'appartient à personne. Je pense qu'il faut toujours améliorer ce qu'on fait pour s'y maintenir. La radio Futur Média compte conforter son leadership. C'est la radio leader au Sénégal aujourd'hui, sur la bande FM. Nous sommes à Dakar, présents, très présents, et nous sommes aussi présents dans toutes les régions du Sénégal. Les auditeurs ont aussi été venus nombreux pour assister au changement des programmes de la RFM. Ça veut dire coloré, c'est quelque chose d'un compagnonnage de sérieux et de fidélité. Parce qu'il nous a montré qu'ils sont fidèles envers les auditeurs et leurs auditeurs
parce qu'ils sont tous ensemble depuis des années. Ça veut dire que cette compagnonnage, ça se trouve que c'est du sympathie et du sérieux. RFM, 10 ans déjà au service des auditeurs. Et à partir de ce 8 avril, la radio Futur Média prend un nouvel envol avec comme seul objectif rester le numéro 1 de la bande FM. 10 ans déjà, avec toujours la même envie. Bonsoir Moustapha Sall. Bonsoir. Vous écoutez RFM? Oui, tous les jours. Merci. Vous êtes le secrétaire général adjoint du SAES, syndicat autonome des enseignants du supérieur. Le SAES semble ne pas être convaincu par la pertinence de la réforme de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qui vous gêne? Merci Mamadou. Je crois que le SAES n'a pas cette approche. Le SAES a toujours clamé qu'il y ait des assises sur l'enseignement supérieur. Et le SAES a toujours pris l'initiative de faire des assises sur l'enseignement supérieur. Pour mémoire, on l'a déjà organisé à Sali en décembre 2010 en parlant pour la normalisation de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Ce ne sont pas des assises? Non, ce n'est pas une concertation? Non, c'est une concertation. Oui. Ce que le SAES a déploré par rapport à cette concertation, c'était de la méthodologie. Donc le principe d'abord du choix des hommes, il n'y a pas eu de concertation. Donc la concertation, ça suppose un dialogue entre les acteurs de l'enseignement supérieur pour arriver à un consensus, pour faire le diagnostic et proposer des solutions. Un comité de pilotage dirigé par le professeur Souleymane Bachir Diagne. Vous ne contestez pas sa personne? Non, on l'a déjà. Je crois que le SAES a déjà beaucoup communiqué là-dessus, que justement c'est pour un principe. Que le Souleymane Bachir Diagne est très compétent, personne ne doute de sa compétence. Mais le choix, est-ce que c'était un choix qui était concerté? Non. Et donc le SAES a eu à le dire que ce n'était pas la personne du professeur Souleymane Diagne, mais c'est le mode de choix de ces membres qui n'a pas été une concertation. Et donc, du coup, c'est ce que le SAES a dénoncé, mais le SAES, aussi bien en le dénonçant, et aussi bien en n'étant pas associé au départ, a tenu à dire que le SAES a déjà réfléchi, le SAES va y participer à cette concertation, parce que si le SAES n'y participe pas, c'est que les acteurs de l'enseignement supérieur n'y participent pas. Et le SAES a dit non, on ne va pas faire la politique de la chaise vide, on va y aller avec des propositions pertinentes et que sûrement, quand on aura à convaincre les autres qui ne sont pas dans ce comité à adhérer à la vision du SAES, et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Vous nous direz tout à l'heure vos propositions. Le recteur de l'UCAD estime que la restructuration de l'université, division en 4 entités, risque d'entraîner la disparition de l'université sénégalaise. Partagez-vous la crainte de M. Saliou Ndiaye? Il a parfaitement raison, et à juste titre, je crois que tous les universitaires de ces pays, dans les 48 heures qu'ont duré les concertations, sont unanimes à rejeter cette proposition du comité de pilotage. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas avoir la seule université qui est classée, qui est francophone, la première de l'espace francophone. Dans le classement Shandong du ranking, vous ne pouvez pas avoir la seule université francophone qui y figure et dire qu'il faut la charcuter. C'est-à-dire que c'est vraiment détruire un outil qui fait la fierté et justement où la compétence est reconnue. Et donc, ce n'est pas inédit. Dans d'autres pays, on entend parler d'université 1, université 2, université 3. Mais c'est exactement ce qu'on a demandé. L'UCAD, c'est l'université 1. Faites une autre université, une deuxième Dakar 1. Oui, c'est Dakar 1. Faites une autre université. Ils sont en train de faire la deuxième université de Dakar. Ce sera sûrement peut-être UCAD 2. Ils n'ont qu'à l'appeler Université Dakar 2 et créer, pourquoi pas, une troisième université à Dakar, etc. Mais le principe de l'entité UCAD ne sera pas, en fait, balkanisé pour en faire des universités à l'intérieur de l'université. En quoi la balkanisation de l'UCAD, je reprends vos propos, pourrait-elle entraîner la disparition de l'université sénégalaise? Mais parce que, vous voyez très bien que je vous le dis, vous avez, je donne un exemple, vous avez la faculté de lettres qui fait 14 départements. À l'heure actuelle, on sait qu'on est dans le cadre de la mondialisation. Déjà, on nous dit qu'il faut être bilingue. On a un département d'anglais. Vous avez le département d'histoire, vous avez les départements des sciences sociales et humaines qui font partie
donc des départements qui sont extrêmement importants pour le développement économique et social d'un pays. Et donc, vous ne pouvez pas avoir ces outils-là. Donc, il faut les rendre performants. Mais avec des effectifs pléthoriques. Exactement. D'accord. Ouais, tout à fait. Et c'est ça le problème. Et on a dit oui, et je viens tout à l'heure de la présentation du rapport général, mais écoute, dans les commissions, les gens ont dit non, il faut rationaliser les effectifs de l'UCAD en renforçant les autres universités. Qu'est-ce qui a été retenu à la fin? Non, là, le principe est acquis que justement, en tout cas, les UCAD 1, 2, 5 autres ont été unanimement rejetés. Et que les gens sont d'accord pour redimensionner l'UCAD à la taille d'une université normale. Mais sa division en 4 entités a été rejetée. Absolument. Très bien. Alors, quelles sont vos propositions par rapport à la carte universitaire? Oui. On a toujours dit il faut encore mailler le territoire, multiplier les universités. Et donc, aujourd'hui, on l'a dit, et donc on avait déjà dit il fallait renverser la tendance de littéraire, donc essayer d'arriver à un quorum. Et donc ça se passe en amont, pas à l'université de Dakar. Ça se passe au niveau des lycées, ça se passe au niveau des troisièmes. Nous tous, quand on était à l'école, au collège, il y avait ce qu'on appelle les CMT, les collèges d'enseignement moins techniques. Mais ils ont tous disparu. Alors, il faut faire des lycées professionnels, les lycées technologiques, le CMT. Et donc, vous avez souvent des élèves qui veulent être un tailleur ou un mécanicien. Mais c'est pas être mécanicien, c'est pas dire analphabète. Ça peut être cultivé. Le mécanicien, maintenant, il a besoin d'électronique. Tous nos véhicules sont électroniques. À partir du CMT, vous avez le profil de quelqu'un qui veut faire un métier vite et le maîtriser. Il ne faut pas lui montrer que ce métier-là, ce n'est pas un métier qui est dévalorisant, ça peut être un métier de quelqu'un qui est instruit. En tout cas, donc, la réforme, priorité est donnée aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques. Oui, mais on l'a... d'accord. Non, mais ça, on l'a déjà dit. Mais le problème, déjà, on l'a rectifié aussi. Les sciences, ce n'est pas que les sciences dures. Les sciences sociales et les sciences humaines sont des sciences. Donc, alors, il ne faut pas dire, le mathématique, comment? Parce qu'on l'a tellement rendu extrêmement difficile dans nos têtes dans ce pays. Mais il faut, les mathématiques, oui, mais il faut les enseigner autrement. Et qui va les enseigner dans le lycée? Comment? Autrement. Autrement, mais écoutez, ils savent ce que l'on dit. Dans la réforme LMD, on vous dit qu'il faut vraiment professionnaliser. On sort vers des filières professionnalisantes et il faut travailler dans ça. Alors, dernière question, l'augmentation des droits d'inscription est également préconisée pour les étudiants. Comprenez-vous le courroux des manifestants de ce matin, des étudiants qui protestent contre on cela? l'a toujours dit, on les comprend. Mais je crois que maintenant, bon, je ne vais pas donner de la primeur de ce qui se passe, mais je crois que cette idée, même ceux qui l'ont préconisé, ils ont vu que c'était quelque chose d'impopulaire et qui n'était pas pertinent. Merci de nous en donner quelques bribes quand même. Non, vous verrez. L'inscription, l'augmentation de l'inscription, ça ne passera pas. Non, attention, le principe était acquis, même les étudiants, avant eux qu'ils le disent. Oui. Mais les étudiants, depuis 3 ans, ont accepté l'augmentation des inscriptions. Oui, un étudiant a parlé de 150 000 à 200 000 à partir de 2014. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Ce n'est plus de mise là. Ça, ils savent que les gens l'ont rejeté depuis les 48 heures. Mais ce que je voulais dire... C'est une augmentation à quel niveau? Ce que je voulais dire... Regardez, c'est pourquoi on les accuse d'avoir précipité le travail. Ils n'ont pas bien diagnostiqué le taux, les frais d'inscription des étudiants. À l'université de Dakar, aucun étudiant ne paye 5 000. L'étudiant paye 5 000 à l'agence comptable, mais l'étudiant paye 10 000 francs pour les inscriptions pédagogiques. Donc au bas mot, un étudiant à Dakar, il paye 15 000. Un étudiant qui est en master paye plus. Celui qui est au doctorat actuellement, il paye 150 000 depuis 2 ans. Mais les pouvoirs publics vont quand même accompagner les étudiants les plus démunis, c'est ce qu'ils disent. Oui. Mais d'accord. Vous n'êtes pas convaincu? Non. Ça, c'est une question réforme globale. Ce n'est pas une question qu'on va accompagner, qu'on va accompagner en faisant plus. Et je crois que vous aurez, si on vous invite encore dans ce plateau, dans les 112 heures, je crois que vous allez voir que même déjà, il y aura le principe, tout le monde est d'accord, et nous, on l'a toujours dit. Il faut augmenter. Même les étudiants sont conscients de ça, mais vous ne pouvez pas multiplier par 30. Et donc, il y a un prix raisonnable, et donc, il faut qu'on aille vers ce prix raisonnable. Dernier mot, comment peut-on qualifier cette concertation? Réussite ou échec, selon vous? Échec à l'entame, et je crois que dans les 48 heures, le CS et ses partenaires ont réussi à en faire une sorte de réussite. Finalement, une réussite à la fin. Absolument. Tout est bien qui finit bien. On verra sur l'application. Merci Moustapha Sall, numéro 2 du SAES. Merci de nous avoir suivis ce soir. Bonsoir.